Bonjour, Bonjour, vous m'entendez? je t'entends très bien et toi? Oui, ça va. Vous allez bien? Très bien et toi? Tu as eu le Oui, temps ça va, merci. de te reposer cette semaine? Pas trop, j'avais pas mal d'examens, j'avais permis, j'avais mes examens de danse, du coup c'était un peu galère, Ok, mais ça va. J'ai tout réussi, donc c'est bon. bah, génial, fantastique, Ouais, félicitations. c'est cool. Merci. Et là, du coup, ça va être plus calme cette semaine, donc j'ai déjà commencé ma révision du bac et je vais commencer aussi un peu le grand oral en même temps de l'apprendre, même si c'est Ok, après. ouais, pas de souci, bah super. Ok. Ça veut dire que aujourd'hui, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'entraîner sur les deux Oui. grands oraux. Mhm. Euh, Tu me dis comment tu souhaites procéder. Du coup, si tu me dis que t'as pas trop le temps de réviser, du coup, peut-être que tu vas encore le garder avec toi cette semaine, le Oui, je sujet. vais le garder avec moi et puis Ok, je ferai avec mes connaissances sur les parties que je ok, maîtrise. super. Euh, Bah, très bien. Moi, je me suis noté des petites questions aussi pour qu'on puisse échanger à propos de ce que tu dis. Alors, il y en aura d'autres aussi si jamais tu improvises un peu par rapport à ce que tu as dit Super. précédemment. Mais j'en ai quelques-unes sur les deux sujets, donc ça nous permet de nous entraîner. Ok, cool. Tac, super. Bah écoute, on peut partir, à moins que tu aies des questions sur, je sais pas, quoi que ce soit, on peut partir sur le premier ou le deuxième. Tu veux qu'on les fasse dans l'ordre ou tu préfères commencer par le deuxième? On peut faire, oui, au pire des cas, on les fait dans l'ordre, comme ça on Ok, les allez, très bien. fera tous. Hop, je me remets dessus sur la page. Là, je la cherche, je me remets dessus et c'est bon. Hop là. Tac. Ok, donc j'ai toujours la dernière version normalement. Ok. Je me mets un chronomètre. Ok, c'est bon. Super. Comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art? Donc j'ai choisi ce sujet pour renouveler le débat autour de l'opposition entre art et technique en prenant l'exemple de la danse. Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans la République, où il opposait la technique qui révèle d'un savoir-faire utilitaire et l'art qui ne serait qu'une imitation trompeuse du réel, éloignée de la vérité. Dans le cas de la danse, on peut se demander si l'anatomie, comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, est radicalement opposée à la danse. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques dans ma pratique. Nous allons aborder ce sujet sous trois angles. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement, puis nous envisagerons ce savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel. Enfin, nous verrons que la relation entre anatomie et danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Tout d'abord, l'anatomie se caractérise par un certain regard sur le geste dansé. Donc, bien que l'anatomie soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard n'émerge qu'au XIXe siècle avec le développement de l'approche expérimentale, fondée sur l'observation répétée pour l'élaboration des lois générales, et notamment la chronophotographie. Au XIXe siècle, avec les nouvelles techniques représentatives, c'est-à-dire photographie, cinéma, courant impressionniste en peinture, le mouvement retient toutes les attentions des anatomistes. Paul Richer, un médecin et illustrateur français, propose son ouvrage théorique Physiologie artistique de l'homme en mouvement en 1895. Il y explore les lois du mouvement humain et les impératifs à respecter pour atteindre les vrais dans sa représentation. Donc après lui, Georges de Meunier introduit l'usage de la chronophotographie en capturant les gestes dansés par photographie successive.
Domini donc parvient à décomposer le mouvement et à en comprendre la technique. Ses idées sont rassemblées dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902. Par la suite, donc Antoine Watteau utilise les connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste dansé dans Fête galante, une série de toiles donc, qui représentent les postures de danseurs et danseuses. Toutefois, le tournant se produit au XIXe siècle avec l'essor du naturalisme, un mouvement artistique et scientifique qui vise à représenter fidèlement la nature. Également, donc Edgar Degas utilise alors des études de ballerine en plein exercice, comme dans la classe de danse, en adoptant ici donc une posture de médecin face au corps en plein exercice des danseuses et danseurs. Par la suite, donc en Angleterre, Edward Muybridge révolutionne l'étude du mouvement avec ses Animal Locomotion en 1887. Donc ces photogrammes permettent justement de décomposer les mouvements d'un corps d'une femme dansant. Après eux, donc nous avons également Harold Ergen au XXe siècle qui applique les principes de la stromboscopie pour décomposer les mouvements successifs d'une danseuse dans une même photographie, suivant donc ainsi le travail préalable de Muybridge. Enfin, les mises en scène avant-gardistes d'Oscar Schlemmer intègrent une approche géométrique à l'étude du mouvement, relevant la structure plastique du geste dansé. Donc ici, nous avons également une approche du point de vue de la kinésphère, qui est un élément très essentiel pour le danseur. La théorie naturaliste, l'illusion et l'acquisition d'images du mouvement permettent dès la fin du XIXe siècle la réplicabilité du geste dansé et son perfectionnement technique. L'héritage en est l'utilisation de la motion capture, comme celle donc de l'opéra avec l'application Mocalab qui permet de suivre et d'analyser les mouvements en temps réel. Donc ici, cette application, elle va vraiment permettre aux danseurs de pouvoir se corriger et d'avoir également un œil nouveau et également d'aller vers une approche d'autonomie et de correction en autonomie lors de leurs entraînements afin de progresser encore mieux. Donc, par la suite, loin de n'être vouée qu'à poser un regard technique et extérieur sur le mouvement, l'anatomie infuse aussi dans la danse et permet d'en renouveler les potentialités. Dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique. L'anatomie, en permettant de composer avec le corps, construit un langage corporel. Donc ainsi, une mobilisation maîtrisée de chaque muscle et de chaque articulation joue un rôle clé dans la création de l'émotion en danse et du geste dansé. Cette position a d'abord été défendue par Diderot à propos du théâtre dans Le Paradoxe sur le comédien en 1773. Sa thèse centrale donc repose sur une distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée. Plus tard, donc c'est Rudolf Labon qui étend cette réflexion dans la danse dans The Mystery of Movement en 1950 en affirmant que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour ne pas perdre la précision de son geste. Il doit donc chercher la maîtrise du mouvement, ce que permet l'anatomie. Au niveau justement de l'émotion en anatomie, donc le cerveau émotionnel, l'encéphale va jouer un rôle essentiel pour les danseurs. Donc c'est-à-dire que chaque jour les êtres humains ressentent des émotions différentes, ce qui va grandement influencer leur manière justement de danser au jour le jour. Et donc justement le but ici c'est de se concentrer toujours sur le rôle charnière du carrefour des forces, donc tête, colonne vertébrale et bassin, pour pouvoir maintenir justement les trois volumes du corps alignés au-dessus de la surface de sustentation. Par la suite, donc également la spatialisation du corps à travers la notion de kinésphère va être très importante pour les danseurs qui insistent donc sur le placement des membres, leur rapport entre eux et ce qui entoure le danseur. L'anatomie associe également des mouvements corporels au style de danse. Donc, chaque style de danse ici va solliciter des zones spécifiques du corps. Donc, par exemple, en danse jazz ou en danse contemporaine, on va plus être sur une notion d'ancrage dans le sol avec notamment le poids du bassin. Et en danse classique, nous allons plus être dans une notion donc d'élévation, notamment avec les pointes et avec un bassin qui va devoir être soutenu et non par le poids comme en danse jazz et contemporaine. Et donc ici, un échauffement adapté va être nécessaire pour la danse classique. Donc toutefois, certains théoriciens de la danse se sont attachés à libérer la danse de l'anatomie. Il s'agit de tourner le dos au savoir naturaliste qui ne fait que mettre de l'ordre dans le savoir médical sans inventer.
Donc dans Le théâtre et son double en 1838, Antonin Arnaud s'enthousiasme pour le théâtre baliné, où la danse est proche d'une communication primitive. Il y voit un outil pour parvenir à un théâtre où le corps parle au-delà des mots. Pour lui, donc l'anatomie enferme le corps de ses contraintes rationnelles. Il défend alors un théâtre de la cruauté où le corps dansant devient instrument de révélation, un moyen de transpercer l'âme par le geste. Donc l'anatomie, qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permettrait donc d'ouvrir de nouvelles potentialités artistiques. Toutefois, le regard de l'anatomie sur le geste a infusé dans la danse et a contribué à renouveler les possibles de la danse. Les deux disciplines ne seraient donc plus opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique de la danse. Donc, à l'instar de la méthode naturaliste, l'anatomie dresse la liste de l'ensemble des possibles. Les chorégraphes se la sont appropriés comme une véritable grammaire du corps. Elle structure, organise et donne du sens au mouvement. Donc, notamment lorsque, par exemple, en danse classique, nous faisons une arabesque ou un développé second, ça va reposer sur la connaissance du bassin, des hanches et des muscles profonds comme l'iliopsoas ou les adducteurs. De même, donc, un mouvement tel qu'une pirouette va nous demander donc une coordination fine entre justement l'alignement des trois volumes, les muscles du tronc également tels que le transverse, mais aussi les deltoïdes et les stabilisateurs du bassin pour conserver l'axe et l'équilibre. Donc pour des chorégraphes comme William Forsythe, l'anatomie va être un outil créatif pour permettre d'explorer notamment les possibilités biomécaniques du corps en jouant avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. Donc comme nous pouvons le voir, une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les risques de blessures en danse. Donc les réalisations d'échauffement vont permettre notamment de limiter les blessures et les tensions inutiles du corps afin de garantir aux danseurs un bon fonctionnement du corps pour son cours, mais également l'échauffement d'après-cours va être également important afin de prévenir notamment des blessures musculaires par la récupération, telles que des étirements par exemple. Donc l'exemple de Sylvie Guilhem illustre parfaitement l'efficacité d'une approche anatomique rigoureuse dans la récupération. La maîtrise des principes anatomiques ne sert pas seulement à la performance, puisqu'elle permet aussi donc de protéger, d'ajuster et de prolonger la carrière du danseur, ce qui est l'objectif ici de chaque danseur, pouvoir danser au maximum et le plus longtemps possible. La formation des danseurs illustre enfin la symbiose entre l'approche technique et l'approche artistique. Des écoles comme l'Opéra de Paris ont développé des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant des cours sur la kinésiologie pour les danseurs, pour que les danseurs apprennent mieux à comprendre leur corps et à anticiper les risques de blessures. Donc en outre, les danseurs qui prennent en compte les principes anatomiques comme l'optimisation par exemple de la respiration et la maîtrise des muscles stabilisateurs connaissent donc des performances améliorées pendant leurs entraînements. Donc à ce titre, certains ouvrages critiques comme Taking Root to Fly d'Irene Down en 1981 ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs pour leur permettre d'enrichir leur entraînement grâce aux principes d'anatomie appliqués et à la pratique artistique et sportive. Donc nous avons donc vu dans un premier temps que l'anatomie pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ces trois dimensions. Puis nous avons envisagé ce savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel rénovant le champ des possibles de la danse. Et enfin, nous avons vu que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie dans la théorie et la pratique de la danse. Merci pour votre attention. Voilà. Bah, c'est super. Écoute, moi j'ai 10 minutes, donc on Oui, peut voilà, moi rejoindre. aussi je les ai à 10 minutes 20. Ça Ouais, va. ouais, c'est parfait niveau temps. C'est parfait. Bon, du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, d'abord, tu as parlé en introduction, tu as présenté voilà, le fait que tu justifiais ton sujet de grand oral euh, autour de la question de l'opposition entre technique et art à travers l'exemple de Platon. Est-ce que par rapport à cet exemple-là que tu mobilises, tu arriverais à dire ou à t'interroger un peu de ce qu'il en est, par exemple, du rôle de l'anatomie dans d'autres arts? Parce que Platon, il parle pas forcément de la danse, il parle des arts en général. Est-ce que l'anatomie, elle peut avoir, tu penses, un rôle dans d'autres arts, quels qu'ils soient? Euh, moi je pense qu'elle peut avoir un rôle notamment
Aussi sur la notion bah, de kinésphère parce que ça, c'est ce qui représente aussi la perception de l'individu dans l'espace. Et moi, je trouve que bah, pour d'autres arts tels qu'ils soient, c'est très important quand même d'avoir une notion, une projection dans l'espace qui soit utilisée. Bah, par exemple, je pense notamment aux architectes ou tout ça. euh, qui vont concevoir bah, des maisons ou des prototypes, etc. C'est très important d'avoir la notion de l'espace. Et après, voilà. Enfin, je pense pas qu'elle puisse Ok. servir pour autre chose. Ok. Tu as parlé aussi au début, dans ta première partie, de certaines œuvres d'art qui avaient particulièrement représenté le corps en mouvement. Mm. Euh, pourquoi tu as choisi, par exemple, le tableau de Degas? Tu dis que ça marque un tournant. Pourquoi avoir choisi ce tableau ou ce peintre-là pour expliquer qu'il y avait un tournant dans la représentation du corps dansant avec sa peinture? Bah parce que du coup à l'époque donc de Edgar Degas on a l'essor donc du naturalisme donc qui c'est un mouvement artistique et scientifique qui va viser justement bah, à représenter la nature. Et là, Edgar Degas, donc dans La classe de danse, son tableau, il va justement donc représenter des ballerines en plein exercice. Et en plus de ça, donc pour le côté anatomie, il va avoir donc ici une posture de médecin. Face donc notamment bah, aux danseuses que l'on voit sur le tableau qui sont en plein exercice et on peut voir donc sur ce tableau-là qu'il les peint vraiment sur l'instant T et sur ce qu'il voit. Et c'est aussi par rapport au tableau, donc notamment c'est aussi bah, une autre approche de faire et de représenter le mouvement que de passer par la photographie ou la chronophotographie. Et, euh, et du coup, bah, moi je trouve que c'est également une bonne approche parce que finalement, bah, même des peintres peuvent aussi donc participer justement à l'analyse du corps en mouvement et, euh, et pas seulement forcément des scientifiques ou des spécialistes de la photographie. Et moi, je trouve ça intéressant. Ok. Tu as parlé du courant naturaliste avec Degas et du fait que ça marquait un tournant, on est d'accord. Est-ce que tu connais un peu, je sais pas, des personnes qui se rattacheraient à ce courant-là, au-delà de Degas, que ce soit en peinture ou dans d'autres arts, et ce qu'ils ont apporté à la représentation artistique ou aux nouveaux motifs qu'ils introduisent dans leur art? Euh, Bah, il y a eu aussi donc de la sculpture qui ont Mhm. représenté donc des mouvements en danse, donc comme le sculpteur donc Auguste Rodin avec donc la danse, donc sa statue, où il va représenter justement bah, le corps d'une danseuse en mouvement de danse. Et donc, ça va aussi permettre donc finalement bah, l'analyse du mouvement, mais d'une manière encore différente que la peinture, mais justement bah, là en sculpture. Ok. Est-ce que, alors, tu as parlé un petit peu après, quand tu as parlé de l'œuvre de Oscar Schlemmer, de Oui, la notion de kinésphère dont tu as reparlé après. En quoi tu trouves, et c'est une question ouverte, hein, en quoi tu trouves oui. qu'elle est particulièrement intéressante pour analyser son œuvre ou comprendre les choses qu'il réalise voilà, de façon géométrique ou dans l'espace? Euh, Bah, on peut voir donc déjà une œuvre de Oscar Schlemmer donc dans The Dancing Artist où justement qui représente donc une photographie avec donc
un homme qui tient justement des longs bouts de bois qui le traversent à la verticale et sur les plans verticaux et horizontaux. Et ça va justement permettre d'aider cette personne à se repérer dans l'espace, puisque la kinésphère, c'est tout ce qui va représenter l'espace et comment une personne arrive à se situer dans l'espace et à situer aussi ses dimensions dans l'espace. Donc par exemple, en tendant un bras devant ou derrière. Et donc, du coup, c'est très intéressant son étude et le fait d'avoir utilisé des sortes de grands manches pour le représenter parce que ça permet vraiment de se projeter, enfin en tout cas pour la personne qui le fait, de se projeter. Et c'est vrai qu'en danse, Oscar Schlemmer, donc du coup, va marquer vraiment un tournant parce que finalement, ça a introduit vraiment cette notion d'espace. Et cette notion d'espace, c'est l'une des notions les plus importantes de la danse, avec notamment aussi le temps et le mouvement. Donc, c'est vraiment une approche très intéressante. Et il y a notamment d'autres chorégraphes. Euh, je crois que c'est Je crois que c'est la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmaker qui a utilisé justement dans l'une de ses chorégraphies pareil, des sortes de robes, des sortes de robes très larges avec des bâtons où les danseurs donc doivent se débrouiller pour faire des mouvements de bras avec et justement donc pour introduire également ici cette notion de kinésphère mais avec une approche encore différente et beaucoup plus contemporaine parce que cela n'est pas la même époque. Euh, et voilà. Ok, merci. Je pensais aussi à un autre moment où tu avais évoqué la question de la motion capture pour pouvoir suivre le mouvement des danseurs et leur permettre aussi de corriger leur posture éventuellement. Oui. Est-ce que pour rebondir un peu avec ce dont on avait parlé au début par rapport aux différents autres arts dans lesquels l'anatomie pouvait être aussi un outil pertinent pour voilà, ouvrir des possibilités, comprendre, représenter, est-ce que tu vois un autre art dans lequel on pourrait utiliser la motion capture que la danse et qui mobiliserait à nouveau l'anatomie pour voilà, créer de nouveaux possibles dans cet art-là? Moi, je penserais peut-être aux arts circassiens, par exemple. Mhm. Euh, Parce que c'est un art euh, c'est un art qui demande également donc comme la danse une très grande exigence et la différence avec la danse c'est justement donc toute cette approche acrobatique qui va y avoir en plus et qui est justement une approche extrêmement technique dans tous les types. On peut penser par exemple aux funambules, etc., qui tiennent donc avec un pied assez large finalement sur un fil extrêmement fin. Et justement, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être intéressant par exemple pour eux, justement, de pouvoir analyser le mouvement, mais également pour peut-être des spécialistes, etc. Par exemple, peut-être de médecine qui s'y intéressent. Peut-être de pouvoir mieux l'analyser et même pour des gens qui connaissent pas forcément l'art circassien de manière euh, bref qu'ils puissent justement observer cette approche-là et mieux la comprendre s'ils ne comprennent pas forcément. Et moi je pense que pour ces artistes-là ça pourrait notamment les aider parce qu'ils font des choses assez périlleuses et assez incroyables finalement par rapport justement aux capacités du corps humain. Et, euh, et je pense vraiment que ça pourrait les aider dans leur propre analyse du mouvement et également évoluer peut-être pour éviter des blessures potentielles, comme on l'a dit, puisque ça sert également donc à tout visualiser. On peut visualiser aussi les trois volumes du corps, donc cet alignement qui est essentiel pour notamment tenir en équilibre au-dessus de la surface de sustentation.
et donc éviter eh bien, de tomber ou de perdre l'équilibre, ce qui peut être assez dangereux pour bah, notamment des artistes circassiens qui peuvent parfois travailler peut-être à 30 ou 40 mètres du sol. Donc même s'ils sont protégés par des filets ou des harnais, ça reste quand même assez dangereux. Voilà. Ok, mais, tout à fait. Et à ce propos, juste après, tu as évoqué, alors j'ai bien compris par rapport à la question de l'encéphale, la façon dont ça fonctionnait Oui. dans la transmission des émotions, mais est-ce que tu pourrais faire le lien justement entre cette naissance des émotions dans le cerveau émotionnel et le lien que ça a avec la posture du danseur lors de sa prestation? Oui. Donc le cerveau émotionnel, donc il va être déjà donc relié au corps humain. Donc il va être relié au corps humain donc de par la moelle épinière déjà qui passe donc dans la colonne vertébrale. Et comme on le sait, donc la colonne vertébrale, c'est vraiment avec le bassin l'élément essentiel du corps. C'est vraiment ces deux éléments-là sont le carrefour des forces, comme on les appelle. Et donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui vont influencer notre façon de danser. Euh, Puisque, donc, comme je l'ai déjà dit, sans aligner justement ses volumes ou sans prendre conscience notamment de comment est placé son corps dans l'espace, mais aussi au-dessus de sa surface de sustentation, comment est son axe. euh, Forcément, donc, chaque jour, en fonction des émotions donc, perçues par chaque individu, des signaux donc, vont être envoyés au corps donc, de par le système nerveux périphérique donc, qui va justement aller bah, passer dans la moelle épinière, passer dans les nerfs, dans tout le corps, donc qui va être relié partout à nos bras, à nos jambes, à nos mains. Et c'est justement ce système-là, nerveux périphérique, qui va influencer notre manière de danser, puisque bah, quand on est triste, on va pas forcément ressentir les mêmes émotions que quand on est joyeux. Et donc forcément, bah, peut-être que notre posture vertébrale, après, ça dépend de chaque individu, mais elle va être différente. Et même de jour en jour, le corps s'ajuste, il est en constante évolution, il s'ajuste de jour en jour, puisque bah, déjà le poids évolue, la musculature évolue, et donc ces facteurs-là vont également changer. Et c'est pour ça que dans des écoles bah, professionnelles de danse où les danseurs exécutent quand même pas mal d'entraînements chaque semaine, il est recommandé, donc même hors problème forcément de peut-être bah, de dépression, etc., d'aller consulter un psychologue pour justement bah, mieux comprendre ses émotions, comment cela fonctionne et justement en parler, puisque bah, certaines fois, ça peut également donc décourager certains danseurs. Et donc, bah, moi, je trouve que cette approche-là, elle peut aider et être intéressante justement pour certaines personnes et pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ok, super. Juste après, tu as évoqué un chorégraphe que je connais pas personnellement, William Forsythe. En quoi, par exemple, ce qu'il fait, ça peut être différent? Tu disais enfin, il utilisait une grammaire du corps grâce à l'anatomie et que ça enrichissait sa pratique. En quoi, par exemple, il est différent d'un autre chorégraphe de danse dans ses modes de réalisation voilà, de danse? Bah parce que lui, donc déjà William Forsythe, c'est un chorégraphe qui va donc beaucoup s'intéresser justement bah, à l'anatomie et à sa compréhension. Et forcément, quand on s'intéresse à cela et qu'on analyse les corps, on arrive justement bah, à créer et à pouvoir aller au plus loin des possibles et à chercher toujours plus loin pour créer. Donc, comme il le dit, pour lui, c'est un outil créatif.
Et c'est ce qui permet donc justement bah, à ce chorégraphe de repousser les limites justement du corps, de travailler bah, avec par exemple toutes les mobilités de la colonne vertébrale qui peuvent être la rotation, l'inclinaison, la torsion comme il le dit. Et, de jouer aussi bah, sur l'élan et l'alignement donc bah, toujours de ces trois volumes. Et donc, bah, lui, ça va vraiment lui permettre de se démarquer et d'aller en fait plus loin parce que plus on connaît, plus on a de connaissances sur le corps et l'anatomie, plus on comprend et plus on peut aller plus loin sans forcément bah, se blesser ou faire des choses qui peuvent être destructrices. Et, et justement, donc lui, c'est ce qu'il explore avec une certaine intelligence et c'est ce qui lui permet bah, d'aller plus loin et d'avoir des approches novatrices sur la danse. Ok, super, merci. Et là, une question un petit peu plus en lien avec ta pratique de ton côté. Sur la fin, tu parles d'un manuel, enfin d'un ouvrage critique auquel peuvent avoir accès certains danseurs qui a été rédigé visiblement par une chorégraphe ou une personne qui s'intéressait particulièrement à la danse, Irène Daud. Est-ce que de ton côté, tu utilises également des manuels comme ceci d'anatomie pour enrichir ta pratique et ta réalisation de la danse? Donc nous, on a, enfin dans notre cursus, en tout cas, nous avons 4 heures, entre 4 et 5 heures d'anatomie par semaine. Donc on a des cours d'anatomie où on fait moitié pratique et moitié cours aussi, donc théorique, avec toutes les informations que nous donne notre professeur. Euh, Sauf que c'est vrai, du coup, notre professeur nous donne des informations essentiellement centrées sur notre pratique de la danse à nous et sur ce qu'on a réellement besoin. Et, euh, et pour nous, donc, dans ces cas-là, l'objectif, ça n'est pas forcément donc, de tout connaître et de tout apprendre. Du coup, c'est vrai que moi, je me suis orientée bah, vers un livre que j'ai acheté d'anatomie qui regroupe donc tout le corps humain. Et moi, du coup, ça m'a permis bah, même sans forcément apprendre, mais en le feuilletant, d'encore mieux comprendre, d'avoir aussi bah, énormément de supports visuels sous les yeux, ce qui permet encore une fois bah, de mieux comprendre, surtout quand il s'agit du corps humain. Et moi, ça m'a permis aussi bah, de travailler encore plus bah, sur d'autres muscles, d'autres articulations, puisqu'on ne les voit pas tous en cours. Euh, Car sinon, il faudrait faire des cours de médecine si on voudrait tout voir. Et du coup, bah, moi, je trouvais ça intéressant bah, de mon côté de pouvoir me renseigner encore plus sur le corps humain et de connaître encore plus de muscles. Et aussi bah, des façons différentes, bah, par exemple de pouvoir étirer les muscles ou de pouvoir s'échauffer par exemple. J'ai fait des recherches aussi sur l'échauffement en danse et aussi la récupération et l'hygiène de vie donc du danseur, ce qui est important pour le corps. Et moi, ça m'a vraiment bah, permis d'avoir un autre regard et ça m'a réellement fait progresser en danse, le fait de pouvoir avoir une approche complémentaire sur l'anatomie. Et moi, bah, je pense que même peut-être dans d'autres arts ou même dans d'autres sports, il serait peut-être intéressant que bah, certains professeurs etc., puissent bah, peut-être un peu plus enseigner des cours d'anatomie parce que finalement, bah, même quand on parle avec les gens, on se rend compte que finalement, il y a que des personnes qui ont fait forcément bah, médecine qui s'intéressent plus à l'anatomie et qui ont plus de connaissances. Or, du coup, c'est intéressant, bah, même lorsqu'on n'effectue pas des études de médecine, de s'intéresser quand même au corps humain parce que c'est quand même la base de notre développement. Et c'est aussi bah, l'une des bases de notre espèce. Et moi, je trouve que c'est quand même bah, quelque chose d'important et de très intéressant à s'intéresser. Voilà. Ok, super.
Et pour les questions, moi, c'est bon de mon côté. On a dépassé largement les questions que tu aurais hein, le Oui. jour J. Hein. T'aurais que 10 minutes de questions. Mais je Oui. préférais genre, parcourir un petit peu tout. Oui, Comme bah ça, oui, comme ça c'est fait. Oui. tu vois à peu près tout ce sur quoi on pouvait te poser des questions. Alors, Oui. sur les questions, t'es solide, hein, c'est bien. Il y a pas Ok. y a pas de souci. Moi, je pensais à deux, trois trucs, peut-être pour te donner des pistes, si tu Oui. veux, sur les questions du début. Si jamais on te demande de faire le lien avec d'autres arts, tu peux parler du cinéma en fait. Alors c'était très Ah, bien c'est pour les vrai, arts oui. circassiens, mais le Mm. cinéma concrètement, voilà, les gens ils bougent dans Cinéma, ouais. l'espace aussi. Oui, Nous, le j'avoue. motion capture, tu vois, on l'utilise beaucoup pour savoir, par exemple, quand on fait des films d'animation ou quand on incruste des images pour pouvoir après mettre des effets spéciaux, C'est vrai que je n'y ai pas des choses pensé, comme mais ça. c'est intéressant. Donc voilà, au début, si jamais tu veux faire le lien Ok. avec le cinéma, avec des films que tu aimes bien et tout, tu peux carrément le faire. Ok. Donc te prive pas de ça. Et sur la question de la kinésphère, de l'encéphale et tout, est solide, il n'y a pas de souci, c'est toi qui m'apprends des trucs plutôt là-dessus. Donc il n'y a pas de Ok. souci. Moi, je pensais juste à la question peut-être sur le naturalisme, si tu en parles, on va Oui. sûrement te poser la question. Tu peux parler d'Émile Zola, euh, Ok, qui oui. voilà, est vraiment celui qui définit le naturalisme et voilà, qui décrit beaucoup au 19e siècle la société de son temps, voilà, Ok. comment évolue la société. Et même il y a des scènes de danse qui décrit au théâtre. Un petit peu à la manière Mhm. que, enfin, dont Degas peint ses tableaux également, représentant les danseuses, etc. Donc ça, Ok. c'est, si on me pose la question, tu peux faire un pont aussi si tu as des connaissances qui datent de la première et du bac français sur cette thématique-là. Ok. Tu peux en parler un peu. Ok. Ok. Voilà, après, c'est pas le lieu de s'étendre, hein, mais si jamais on te pose la question pour être sûr que voilà, tu connais bien ce dont tu es en train de parler, que tu puisses en parler un peu. Mais sinon, Ok. c'est vraiment excellent, hein. Enfin, tu fais ça le Ok. jour J, enfin, je peux pas m'avancer sur la note parce que ça dépend des jurys. Il y a des gens qui mettent un petit peu plus, un petit peu moins, qui harmonisent, etc. Mais pour moi, tu aurais entre 18 et 20, donc Ouais. Ok. Trop bien. pas de souci. Donc, très bien. Est-ce que tu veux qu'on passe sur le deuxième cette fois-ci? Oui, bah oui, oui, on peut. Enfin, à moins que tu aies des questions ou que tu veuilles qu'on reparle un peu du premier. Bah, moi, Mais, ça va. ok. Parce que moi, je me suis noté tous les trucs et après, sinon, sur le reste. Voilà, enfin, tu saches qu'on te posera un petit peu de questions peut-être concrètes comme ça. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais pas? Voilà, pour revoir à quel point tu as fait des recherches. On te posera des questions personnelles pour savoir si ça t'a plu, en quoi c'est en lien avec ton projet professionnel. Mais ça, je t'avais déjà demandé sur une séance précédente, donc j'ai fait exprès de choisir des questions qui étaient un peu différentes cette fois-ci. Oui. Et, Oui, comme ça, euh, c'est bien. et on te posera des questions pour creuser des questions de curiosité du type ah, je connais pas ça, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Voilà. Faut voir ça Oui. comme un entretien aussi. Les gens du jury, des fois, ils connaissent pas tout et tu leur apprends des choses. Donc, s'ils te posent des questions qui te semblent basiques, c'est pas forcément qu'ils ont rien compris, c'est juste que ça les Oui, intéresse. c'est juste que ça les intéresse, ouais. Ok. Donc voilà. Ok, ok. Donc, on va repartir sur un chrono. Je te laisse le temps de souffler hein, si tu as besoin d'une Oui, pause ou j'ai pas machin, ce pas polo, de je me souci. remets sur. Hop. Ok. Dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? Donc j'ai choisi ce sujet pour renouveler un débat issu du champ de la philosophie politique, posé pour la première fois par Hegel dans les principes de la philosophie du droit en 1821. Les lois doivent-elles refléter des transformations contemporaines de la société ou bien sont-elles prescriptives chargées de réformer la société? Ainsi, mon sujet cherche à s'intéresser sur le statut de la danse comme reflet des évolutions sociales, mais aussi comme moteur de ces évolutions. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, mon expérience en tant qu'artiste et spectatrice m'a donné envie d'explorer
les moyens qu'avait cet art pour transformer la société et comprendre comment elle avait permis de la faire progresser. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la fonction révélatrice de la danse comme image de la société et de ses évolutions. Puis, nous envisagerons la danse comme un outil d'élévation et de correction des pratiques sociales. Enfin, nous verrons la relation qu'entretiennent la danse et la société. Donc, sont marquées par des négociations liées à la nature dramatique, dynamique de cet art et à sa réception. La danse a pour vocation de représenter une image de la société. Comme d'autres arts, elle a participé à reproduire l'inégalité de danse, de genre, mais aussi leur gommage au cours du temps. L'histoire de la danse comme pratique de classe est marquée par deux périodes structurantes. Donc une montée en puissance d'une danse d'élite au Moyen Âge, liée à la corruption de l'État et de la monarchie en Europe sous l'action de Catherine de Médicis, puis de Louis XIV. Un mouvement démocratique en Occident après la Révolution française, l'abolition des privilèges a accéléré avec les évolutions de la société au sortir de la Première Guerre mondiale durant les années folles. Donc, à l'ère des médias et d'Internet, l'accessibilité s'est encore renforcée, notamment avec les plateformes telles que YouTube ou TikTok. La danse a également participé à une division genrée des rôles. Donc, si jusqu'au Moyen Âge, la danse se pratique collectivement, à la Renaissance, la construction d'une étiquette dans les cours royales européennes change la donne. Avec l'émergence de l'opéra, par la suite, donc, les hommes accaparent les rôles de premier plan, tandis que la ballerine est associée à des figures passives et fragiles, donc comme Odette dans le Lac des Cygnes ou Gisèle dans le ballet éponyme. Quelques créatrices, chorégraphes et directrices artistiques émergent toutefois sous le Second Empire et la Troisième République, comme Mariquita à l'Opéra Comique. Elle abandonne donc notamment les costumes traditionnels comme le tutu et donne plus de place aux danseurs sur scène. Ainsi, donc, la danse est ouverte aux problématiques contemporaines telles que la diversité et l'inclusion afin d'offrir une image fidèle de la société. Ces problématiques bousculent les standards esthétiques longtemps façonnés par une vision eurocentrée du corps du danseur, donc tels que la silhouette longiligne, la musculature fine et l'homogénéité, notamment donc dans la troupe des danseurs. Par exemple, donc Misty Copeland est devenue donc en 2015 la première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre. Son parcours, raconté dans son autobiographie Life in Motion, montre que certains artistes marginaux peuvent s'émanciper. La danse proposerait donc une image de la société en évolution. Toutefois, la danse n'est pas seulement un miroir du monde contemporain, elle peut aussi le transformer. La danse, par définition, est un acte désintéressé. Son objectif est de susciter l'émotion, la gratitude du geste dansé peut alors en faire un outil pertinent de contestation de la brutalité, un manifeste de la non-violence. Donc Marie Wigman, pionnière de l'expressionnisme allemand, donc courant artistique né en Allemagne, mobilise les gestes compulsifs et les ancrages puissants au sol, donc dans sa danse de la sorcière, connue sous le nom de Exontons en 1914. Donc ils traduisent des états d'émotion intenses, souffrance, solitude, chaos, sans jamais recourir à une narration. Le corps habité donc devient un moyen d'exorciser la violence et par la forme artistique, donc notamment dans une Allemagne bouleversée donc par la guerre la Première Guerre mondiale. Et donc Mark Bigman a dit cette phrase, donc aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie, ce qui révèle bien son procédé de composition. Plus tard, dans l'entre-deux-guerres, donc la Table verte de Kurt Jooss en 1932 montre le pouvoir de la danse comme satire politique du nazisme. Des figures grotesques des diplomates répétant leur ballet cynique autour d'une table de négociation contrastent violemment avec les corps souffrants des soldats ou des mères dénonçant l'absurdité de la guerre. Les danses extérieures à l'Occident ont aussi exploré ce registre. Par exemple, donc le Buto, cours artistique né au Japon en 1953, illustré donc par des chorégraphes tels que Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono, est né donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par des corps peints de blanc avec des mouvements ultra lents ou saccadés, des corps également avec une apparence de cadavre. Donc il faut savoir que Tatsumi Hijikata, avant de danser sa première œuvre du Buto, a donc dû perdre l'équivalent de 15 à 20 kilos afin de montrer réellement donc un corps en souffrance. Donc, les danseurs du Buto évoquent l'irradiation et la mort au lendemain des bombardements atomiques donc d'Hiroshima et Nagasaki. Si l'image de la société qu'offre la danse est complexifiée, c'est aussi car la danse a fait sienne donc cette tâche de dénonciation des inégalités sociales. C'est aux États-Unis, donc avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960, que les standards de la danse ont d'abord été remis en question.
Il s'appuie sur une contestation des inégalités raciales encore présentes dans les États du Sud. Le passé esclavagiste qui a façonné des rapports entre blancs et noirs, ce dont témoigne le Minstrel Show. Donc cette forme de spectacle populaire qui est née aux États-Unis au 19e siècle jusqu'au 21e siècle, jusqu'au 20e siècle. Fondé donc sur notamment le pantomime d'artistes blancs qui se peignent le visage donc en noir, donc on les appelait les blackface. Donc ici c'était un spectacle donc qui représentait des blancs pardon, qui représentait des blancs qui voulaient donc justement imiter les peuples afro-américains comme des paresseux comiques ou infantiles et cela a joué donc notamment un rôle crucial dans la propagation du racisme aux États-Unis. Ainsi, donc Joséphine Baker, dans les années 1920, détourne les motifs comme le cakewalk pour en faire une arme iconique et provocante de la réappropriation identitaire. Ce geste dansé est marqué par une prise d'appui au sol et des sauts répétés. Dans la danse de Strange Fruit, interprétée et chorégraphiée par Pearl Primus en 1945, réinvestit des éléments de danse afro-américaine pour dénoncer donc toujours le lynchage racial dans les États du Sud d'Amérique. Parallèlement, des figures comme Catherine Denham, donc, qui est anthropologue et chorégraphe, ont contribué à introduire des formes issues de la diaspora noire, comme dans les scènes de Broadway et au cinéma, tout en luttant contre les stéréotypes. Également, donc, la danse a contribué à renouveler les représentations de genre. Donc, ainsi, la pièce Café Muller, née donc en 1978 de Pina Bausch, euh, en Allemagne, donc interroge les relations entre hommes et femmes à travers des interactions chorégraphiques qui établissent un lien d'égalité entre les deux genres et permettent le dialogue. Plus tard, donc, le ballet Blue Lady de Caroline Carlson en 1983 explore la femme à travers le mouvement d'une danseuse vêtue de bleu qui lutte contre les forces invisibles symbolisant les contraintes sociales et intérieures. Et il faut savoir donc que Caroline Carlson comme Pina Bausch sont des danseuses qui vont obtenir des prix Nobel. Donc elles sont également très importantes dans le rapport de la société. Par la suite, donc dans Gravité, plus récemment, en 2018, Angelin Prel-Jocage travaille sur la relation du corps à la force physique, mais aussi symbolique de la gravité. Donc loin des figures classiques de la ballerine fragile ou éthérée, les danseuses de gravité sont représentées comme des sujets pleinement actifs et moteurs. Le rôle des danseurs masculins, par la suite, a également évolué, comme en témoigne la réinterprétation du Lac des Cygnes par Mathieu Bourne en 1995. Donc, la danse contemporaine s'engage de plus en plus en faveur de l'écologie, dénonçant la société de consommation. Donc, des chorégraphes tels que Joël Bouvier et Régis Obadia, dans des œuvres comme Le Cri en 1981 ou bien Welcome to Paradise, mettent ainsi en scène un corps contraint par la société. Dans Ice Memory, Victoria d'Auberville évoque donc la fonte des glaciers à travers un travail chorégraphique sur la fragilité et la disparition, donnant à voir l'urgence climatique. Certains spectacles intègrent aussi des costumes conçus à partir de textiles recyclés. Ainsi, donc, la danse devient un vecteur de prise de conscience écologique, à la fois donc par son contenu et ses choix de protection. Ainsi, donc, la danse serait également un art contestataire participant à la réforme de la société. La dimension dramatique et mimétique de la danse lui permet de critiquer la société. Elle montre des corps tels qu'ils sont traversés par les normes sociales. Donc nous avons également Pilna Bausch, par exemple, qui met en scène des rituels sociaux codifiés, des gestes répétés jusqu'à l'épuisement, notamment dans Café Muller, pour mieux en dévoiler la vacuité ou la cruauté. De même, donc Joël Bouvier et Régis Obadia traduisent des rapports de force souvent conflictuels et révélateurs de la tension au sein de la société. L'image de la société représentée est rarement explicite. Elle fait appel au spectateur. Merce Cunningham, par exemple, dans Raw Oratorio en 1983, privilégie la présence des danseurs au décor et utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert, laissant au spectateur la liberté d'interprétation. De même, dans la danse des éventails en 2018, Dandy de Groat repose sur la répétition de motifs qui transmettent des émotions sans narration explicite. Sa danse est également intéressante puisqu'elle permet d'intégrer tout le monde dans la chorégraphie. N'importe quelle personne peut notamment intégrer sa chorégraphie. De plus, donc Maggie Marin, quant à elle, utilise le théâtre dansé pour interroger les normes sociales, donc notamment dans Maybe, où elle évoque la vulnérabilité humaine en 1981, ou aussi dans Haha en 2006, où elle dénonce donc notamment dans une pièce théâtralisée les moqueries cruelles de la société. Les motifs y sont explicites ici. Par la suite, Stéphane Brogbech et Chloé Réjon rendent cela manifeste en 2009 dans leur mise en scène de la pièce Une maison de poupée, écrite par
Ok. Donc où une jeune femme prisonnière de son mariage se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique, la tarentelle. Elle frappe le spectateur par l'évocation et l'enfermement de la femme dans une société patriarcale. Elle suscite l'effroi face à la violence des normes sociales envers les femmes. Nous avons donc vu, dans un premier temps, nous avons montré que la danse pouvait fournir une image de la société suivant ses évolutions. Puis, nous avons exploré le pouvoir critique de la danse comme outil de remise en question de la société et de réforme. Enfin, nous avons compris que cette interrogation sur la société est moins une remise en question de celle-ci qu'un pont jeté entre les danseurs et le spectateur chargé d'élucider le mouvement et de le faire fructifier dans le réel. Au terme de ce travail, nous avons pu dire que la danse reflète les évolutions de la société, mais également qu'elle participe à la transformer. Ainsi, la danse serait une performance qui appellerait la société et qui participerait à la réformer. Je vous remercie pour votre attention. Ok, Bon, super. un petit peu plus long, mais ça va. Ouais. Alors, je voulais dire par rapport à la longueur, en fait, t'as pas eu, en fait, t'as pas pris la version finale Ouais, du je crois que sujet. oui. Oui, je crois que je ne Parce l'étais que pas du coup, envoyée sur l'ordinateur. ouais, j'avais fait enfin, j'avais fait des coupes dedans et t'en avais fait aussi de ton côté. Donc, je pense qu'avec la version finale, tu tiendras le temps. Ouais. Parce que, il y avait des passages qui étaient, ouais, du coup, un peu longs au début et on a fait exprès de les raccourcir. Du coup, ça te faisait des choses en plus que tu as dites et je pense que tu gagnes minimum une minute, voire deux Oui, je minutes pense. avec la version finale. Ok, ok. Bon, bah, pareil, je te pose des petites questions. Ok. Donc, au début, tu as évoqué, pour pouvoir poser le cadre de ton sujet, un débat qui est voilà, issu du champ de la philosophie. Pourquoi ce débat, il a retenu ton attention pour évoquer cette thématique de voilà, est-ce que la danse reflète la société ou est-ce qu'elle cherche à la transformer? Euh, Pourquoi avoir choisi ça? Bah parce que du coup, j'ai effectué plusieurs recherches et donc la danse, elle va être donc l'histoire de la danse va être issue de la société et de ses évolutions. Donc comme on a pu le voir notamment avec l'évocation de Louis XIV avec ses débuts où la danse était un art exclusivement réservé à certaines classes sociales en France. Nous avons donc traversé finalement les époques et on voit vraiment que la danse, elle va justement suivre à chaque fois les époques et ses évolutions avec tous les événements qui vont être vécus. Donc comme on a pu le voir, bah, par exemple avec Marie Wigman en Allemagne et Kurt Jooss avec la table verte qui vont justement bah, dénoncer finalement les travers de la guerre de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, ce qui indique également bah, que la danse, elle va vraiment faire partie de la société à part entière. Et c'est justement donc cette vision-là de la société qui va permettre à justement un grand nombre de chorégraphes de pouvoir explorer également des nouvelles techniques qui vont être d'abord rejetées pour l'époque puisqu'elles sont trop d'une part donc soit trop novatrices pour l'époque, soit peut-être trop critiquante justement des enjeux par rapport aux enjeux de la société à cette époque-là. Je pense aussi par exemple à Pina Bausch qui a présenté également une chorégraphie pour la répétition de l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin de mémoire, donc en 1933 en Allemagne. Et donc justement, où dans cette danse-là, elle va justement avoir une vision qui va déranger Hitler notamment. Et donc, il va choisir de censurer cette chorégraphie-là juste avant notamment l'ouverture de ces jeux. Ce qui va montrer également que ces personnes-là, finalement, bah, à travers le monde,
elles vont être vraiment les moteurs de la société et aussi elles vont marquer un tournant pour son évolution, ses défenses, etc. Et on remarque que ces personnes donc, ont notamment beaucoup de courage puisqu'elles risquent aussi leur vie, notamment à l'époque où les droits n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et où la liberté d'expression n'était pas non plus la même. Et donc ces personnes-là ont beaucoup de courage et elles ont vraiment marqué un tournant et un vecteur dans la société. Voilà. Ok, super. Euh, Tu as évoqué aussi après, au début, le rôle globalement de l'État, enfin de la Cour en Europe. Tu as parlé de la corruption de l'État monarchique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je sais plus exactement. Ok, c'est pas grave. Je Euh, t'attire juste ton attention sur le fait que Ça veut dire c'était... qu'il y avait, ouais, il y avait plus d'État monarchique en gros en Europe. Non, c'est l'inverse du coup. En fait, c'est Non, le terme, c'est construction du coup. ok. C'est pour ça, juste Construction. comme ta langue a Ah fourché, oui, construction, je te pardon. posais la Et question. à la construction C'est de pour l'État ça. monarchique, ok. Ok, Juste ok. pour ça. Ok. Après, juste bien Et oui, comprendre que c'est oui, lié au bah, fait que... la déconstruction de l'État monarchique, ça va justement bah, permettre notamment bah, d'éviter que la danse, donc comme on l'a vu sous Louis XIV, elle était représentée que pour une certaine élite et certaines personnes. Et Mhm. là, justement, ça va permettre bah, de décodifier les codes et de pouvoir permettre à d'autres personnes de classe peut-être plus moyenne de pouvoir accéder également à cet art qui était enseigné donc avant seulement, à des personnes de statut élevé ou à des personnes de la cour. Ouais, excellent. Tout à fait. T'as parlé un petit peu par la suite, brièvement, de deux figures importantes de l'imaginaire de la danse, surtout voilà, après la naissance de l'opéra, donc Odette et Gisèle. Est-ce qu'il y en a une que tu connais plus parmi les deux et pour laquelle tu pourrais expliquer un peu pourquoi on dit d'elles qu'elles sont passives ou fragiles et qu'elles représentent une figure féminine qui est plutôt effacée par rapport aux hommes? Bah justement, donc bah, concernant l'opéra, déjà, Odette et Gisèle, ce sont les deux ballets les plus, avec le Lac des Cygnes aussi, ce sont les ballets les plus importants et les plus anciens aussi de l'opéra. Et donc, bah, forcément, lors de leur création, ces ballets, donc avec aussi justement en marche avec la société et avec finalement bah, le rôle des femmes qui étaient cantonnées et qui étaient considérées comme plus fragiles que les hommes à l'époque. Ça va donc justement bah, aussi aller jusqu'à influencer dans la danse. Donc on retrouve que des personnages féminins qui sont considérés bah, comme fragiles, vulnérables et habillés également donc en tutu qui représente aussi bah, le classicisme et une certaine fragilité de la danseuse. Et donc ces ballets sont extrêmement importants puisque par la suite et même jusqu'aujourd'hui, ils vont être repris et rechorégraphiés par de nombreux chorégraphes et ils repassent régulièrement d'ailleurs à l'Opéra de Paris. Et, euh, justement, bah, ces ballets-là, ils sont revus, remixés, rechorégraphiés, réinterprétés. Et aujourd'hui, ce ne sont plus du tout les mêmes, puisqu'on voit des figures masculines, des costumes qui ne sont plus du tout les mêmes. Et on a vraiment bah, une homogénéité dans les genres et pas seulement la danseuse qui, comme dans le ballet Gisèle, le premier à l'époque représentait réellement la fragilité. Et donc, bah, ces deux ballets-là sont aussi essentiels bah, finalement pour l'avancée de la société. Et ce qu'en font notamment bah, les chorégraphes aujourd'hui nous montrent que la société elle a évolué de par bah, notamment la danse et plein de chorégraphes qui ont œuvré dans ce sens. Ok, tout à fait. Tu as parlé après de Misty Copeland. En quoi tu trouves que c'est un exemple justement de la démocratisation de la danse en général?
Euh, Bah elle, Misty Copeland, elle va justement donc enlever Misty Copeland, donc en 2015, elle est devenue donc la danseuse donc avec un rôle principal dans l'American Ballet Theatre, qui est l'une des compagnies de ballet les plus prisées au monde avec l'Opéra de Paris. Et Misty Copeland, il faut savoir qu'elle est afro-américaine. Et quand on connaît bah, justement tout le passé de ce peuple afro-américain qui arrive en Amérique avec les colons justement et qui sont maltraités, qui sont toujours rabaissés, etc. Donc là encore, par le passage de nombreuses figures et de nombreux acharnements et vraiment de porte-parole qui ont œuvré dans ce sens. Donc, bah, on peut penser à Joséphine Baker, Catherine Dunham, Pearl Primos, Catherine Dunham qui est anthropologue aussi, vont justement donc permettre bah, au fur et à mesure du temps donc d'œuvrer et ces figures-là en étant importantes et représentées comme des personnes importantes de pouvoir justement être considérées et écoutées et donc le fait que leurs idées puissent être défendues et adhérées par la suite par la société. Donc bien sûr ça a pris énormément de temps et donc c'est comme ça aussi que l'on voit justement cette évolution-là et le fait que bah, à l'American Ballet Theatre, on est bah, Misty Copeland en 2015 qui soit devenue une danseuse principale afro-américaine. À l'époque, ça aurait été clairement impossible même qu'une danseuse afro-américaine rentre dans une compagnie de ballet puisqu'elles étaient exclusivement réservées aux personnes de couleur de peau blanche. Et donc, ça montre également là tout l'effort et l'acharnement que de nombreuses personnes ont eu pour faire évoluer donc justement cette, euh, cette société qui rejetait donc ce peuple à leur arrivée sur le sol américain et qui sont maintenant donc au XXIe siècle reconnus comme des personnes à part entière et qui ont autant de place euh, dans la vie quotidienne et notamment donc dans des compagnies de ballet, même s'il y a encore des inégalités. Elles ont une place donc tout aussi importante que des personnes de peau blanche et encore par là, sans des figures majeures comme bah, par exemple Joséphine Baker, cela n'aurait pas été possible. Et ce qui montre encore une fois que la danse est vraiment liée à l'évolution de l'histoire et à la société. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, on est vraiment d'accord là-dessus. Oui, Tu as évoqué aussi par la suite des paroles qui ont été prononcées par Marie Wigman, que je oui. connaissais pas personnellement. Est-ce que, comme tu n'avais pas beaucoup de temps, tu n'es pas forcément genre, rentré dans le détail, mais qu'est-ce que ça montre par rapport à sa pratique, en tout cas ce qu'elle a apporté à la danse et en quoi ces paroles-là, elles sont importantes et elles font date dans la danse? Bah alors, elle, ses paroles donc à Marie Wigman, sa citation phare, donc c'est aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie. Donc pour elle, tout simplement, l'art, c'est le pouvoir le plus puissant pour dénoncer les choses, pour dénoncer donc ici bah, dans son contexte actuel à l'époque, c'était pour dénoncer donc bah, notamment l'Allemagne de l'époque avec la guerre, etc et le conflit mondial qui se produisait à l'époque. Et donc, pour elle, finalement, l'art est plus puissant que tout. Donc, l'art va être plus puissant que la parole pour elle. Pour elle, ça ne sert à rien de se fixer sur des théories déjà existantes, sur des paroles, etc. Pour elle, il faut vraiment sortir les choses du corps sans la parole, parce que pour elle, c'est une arme qui est vraiment plus puissante. Donc c'est pour ça qu'elle a notamment créé son solo qui a suscité beaucoup de questions et d'indignation à l'époque, puisqu'il était effectivement extrêmement original et, euh,
et en avance par rapport à son temps et à son époque, puisque quand elle l'a créé, on était seulement en 1914. Et, pour l'époque, c'était beaucoup trop avant-gardiste. Et donc dans son solo, elle va notamment donc effectuer des gestes assez primitifs, animaliers presque, et elle va justement donc par la puissance de ses gestes vouloir dénoncer justement la société de l'époque et ce qui s'y passait et montrer que finalement bah l'expression elle passe par-dessus tout par le corps et pas par la parole. Pour elle, ça sert à rien de parler entre guillemets pour forcément bah, pas faire forcément avancer les choses. Mais pour elle, vraiment, l'expression du corps, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Et elle va donc notamment avoir une apparence et finalement un petit peu de sorcière, puisqu'elle va porter un masque sur son visage dans Exantons, qui signifie donc en allemand la danse de la sorcière. Et, euh, et elle va avoir des cheveux également très longs, noirs, très très noirs, très longs, vraiment, bah, vraiment finalement comme une apparence de sorcière, en tout cas de personne un petit peu déshumanisée. Et elle va réellement faire même la musique et qu'elle utilise des très avant-gardistes puisque c'est des musiques de bruitage un petit peu presque primitifs, de cris animaliers. Euh, et donc, bah, à l'époque, ça va vraiment interpeller et choquer le public, mais ça va aussi faire passer un message fort. Et même si ce message-là, bah, à l'époque, il était peut-être pas et sûrement pas perçu comme tel, finalement, bah, en 2025, quand on y réfléchit, on comprend bien bah, son, sa réflexion et ce qu'elle voulait justement faire passer à travers ça. Et c'était aussi bah, très intelligent de sa part, puisque je le rappelle, on était qu'en 1914, c'était extrêmement avant-gardiste, même dans sa recherche chorégraphique. Et c'est là où justement on voit bah, encore une fois que la danse, elle émerge de la société et qu'elle s'enrichit et qu'elle se nourrit des faits que les chorégraphes observent qui sont actuels. Et à l'avenir, bah, elle continuera sans cesse d'évoluer en fonction des événements qui se passeront. Et voilà. Ok. Ouais, c'est intéressant, je connaissais pas du tout cet artiste et pas du tout ce qu'elle avait dit non plus, mais Ouais. ouais, c'est chouette. Oui, bah, et puis en plus, c'est l'un des premiers solos féminins en 1914 qui a été créé aussi. Mhm. Et voilà, et c'est vrai que c'est extrêmement avant-gardiste quoi, pour l'époque. C'est pas du tout ce que les gens ont l'habitude de voir, et du coup, c'est ça qui va susciter un peu la réaction. Et en plus que ça soit avant-gardiste, ça défend un message qui est très bah, perplexe pour l'époque, puisqu'il n'y avait pas le droit de s'exprimer ou de parler ou de contredire. Et forcément. Mhm. Ces figures-là, bah, elles ont vraiment œuvré et elles ont même bah, risqué leur vie par moments parce que finalement, elles dénoncent ce qui se passe. Et à l'époque, bah, on ne veut pas forcément dénoncer ce qui se passe. Et du coup, bah, l'enjeu, il est là, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais après pour la table verte, Oui, euh, le nazisme, enfin, il est porté au pouvoir en Allemagne en 1933 avec l'élection de Hitler. Et ok. là, la pièce, elle date de 1932, donc elle est créée dans quel contexte, en fait, cette pièce-là? Bah, du coup, elle est créée dans un contexte bah, déjà d'entre-deux-guerres. Donc, on est entre la Première Guerre mondiale et aussi donc, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bah, effectivement, elle va être créée donc, un an avant l'élection donc, d'Hitler au pouvoir. Et finalement, bah, elle va aussi dénoncer les politiciens à cette époque-là
d'entre-deux-guerres où le monde entier va très mal et qui finalement, donc, par exemple, donc, dans sa chorégraphie, euh, déjà, tout se déroule un peu autour d'une sorte de grande table verte de billard et où justement on a de chaque côté de la table des clans de politiciens qui parlent et qui parlent. Donc, ils exécutent des gestes qui sont exagérés avec les mains pour montrer donc justement ceux qui parlent et qui parlent. Ils portent également tous des masques un petit peu grotesque de vieillard. Et ils sont tous habillés en costume. Ils ont également des pistolets. Et, euh, et donc là, il va dénoncer donc, ces politiciens de manière cynique qui justement décident du sort de la société et de ce que vont du sort de toutes ces personnes-là, femmes, enfants, hommes de la société de l'époque. Et donc, il dénonce ces politiciens qui parlent et qui parlent, mais qui finalement ne font rien pour que cela s'arrange. Et donc, comme Marie Wigman, mais après, donc ça va vraiment déplaire puisqu'il va même devoir partir après à Londres pour pouvoir avoir sa vie sauve et continuer également son travail, puisque à l'époque, tout ce qui va être, comme on l'a dit précédemment, tout ce qui va être avant-gardiste et en plus critiquer la société et les méthodes de l'époque va forcément beaucoup déplaire puisque de toute façon, le- les idées, la voix et la parole des citoyens n'a aucun poids face justement aux politiciens. Ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui décident, des personnes à son mot à dire. Et donc, il va dénoncer ça également avec beaucoup de courage. Et voilà. Ok. Ouais, c'est exactement ça en fait. On Ouais. est juste avant en fait l'élection et donc en fait ce qu'il essaie de Mm. dénoncer, c'est le climat donc dans lequel en effet les nazis C'est commencent ça. à avoir de l'importance dans la société, même Oui. s'ils sont pas encore, enfin même si le président n'est pas du parti N'est nazi, pas encore, ouais. voilà, il y a quand même des partis politiques qui représentent cette idéologie et qui sont quand même très en tête dans Mm. l'opinion publique et dans la société allemande. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrive à faire cette pièce-là, enfin, cette chorégraphie-là, parce que si jamais Hitler était déjà au pouvoir, t'imagines bien que la pièce aurait été totalement interdite de Oui, représentation. en plus. Ouais, elle aurait Voilà. été censurée et voilà. Donc il y a la possibilité que juste avant l'élection de Hitler, et c'est peut-être la Mm. dernière fenêtre pour le faire. Oui, Oui, mais on est c'est d'accord. justement pour ça. Je crois qu'il est parti après quelques années après, mais donc quand Hitler était au pouvoir, quoi, il est parti vivre à Londres Ouais. pour pouvoir un petit peu, entre guillemets, continuer sa carrière de chorégraphe et pouvoir aussi avoir la vie sauve. Et voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, la plupart, soit ils partent en Angleterre, soit aux États-Unis. Mm. Mais en effet, tout à fait. Et peut-être, voilà, j'ai encore trois questions, allez, je te les pose, comme ça on termine là-dessus. J'en avais une par rapport à Joséphine Baker. Tu parles du fait qu'elle s'engage dans les années 20 dans la création de danse pour la contestation des inégalités raciales. Où est-ce qu'elle est, Joséphine Baker, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans les années 1920? Déjà, Joséphine Baker, dans les années 1900, elle arrive à Paris. Elle arrive à Paris donc avec finalement absolument aucune réputation pour être finalement pour remplacer à la suite des ballets russes qui sont depuis longtemps de mémoire, c'est pas à l'opéra, mais c'est dans un théâtre à Paris. Bref, je sais plus comment il s'appelle, mais elle arrive et donc les gens veulent voir du renouveau à Paris. Et donc pour cela, elle arrive et donc au début on lui impose forcément des rôles assez grotesques. Donc elle doit porter, il y a la fameuse photo iconique où elle porte une jupe de banane parce que finalement
ces personnes-là, bah, à l'époque, elles sont considérées comme des animaux et elles sont considérées bah, comme des singes. Et donc, bah, elles n'ont pas le droit de porter des vêtements comme les autres. Donc, une jupe de banane. Et elle va être d'abord employée pour bah, faire des grimaces sur scène et des âneries parce que finalement c'est ça que les gens veulent voir à Paris, c'est voir du renouveau et pouvoir rigoler et se moquer. Et par la suite, donc au fur et à mesure des évolutions, etc., elle va finalement avoir de plus en plus d'importance puisque les gens vont adorer finalement ce qu'elle fait et vont revenir donc de plus en plus. Chaque soir, elle fait salle comble. De plus, elle est également chanteuse, donc par la suite, elle va avoir des rôles de chanteuse. Et plus tard, donc, elle va être clairement accueillie comme une star au fur et à mesure par justement ce peuple parisien et venu de France. Et c'est comme ça, c'est au fur et à mesure de justement devenir une star et gagner de l'importance aux yeux justement de personnes blanches qu'elle va pouvoir imposer son autorité et ses idées et ses opinions. Euh, Par la suite, donc, elle va également donc voilà donc pouvoir imposer ses idées et puis d'autres figures vont naître donc comme Pearl Primos et Catherine Denham qui comme Joséphine Baker vont également œuvrer dans ce sens. Donc elles sont plus centrées sur la chorégraphie et la danse notamment dans Strange Fruit où Pearl Primos danse et où il y a toujours cet aspect dans leur danse de résistance résistance et oppression. Donc, ils vont toujours faire des gestes donc de relever et de tomber au sol pour montrer justement oppression, donc faiblesse, mais on se relève toujours et on retourne et on se relève. Et ça, c'est vraiment marquant. Et, c'est grâce justement, bah, notamment à ces trois femmes que finalement le peuple afro-américain va, donc bien sûr, ça s'est fait sur pas mal d'années, sur même plusieurs siècles. Et les inégalités bah, continuent toujours. Mais c'est entre autres grâce à elle que ce peuple-là a pu notamment avoir sa place et gagner sa place parmi à l'époque, donc parmi ce peuple qui était exclusivement blanc et avec ce peuple noir qui servait uniquement que pour faire les services des blancs et pas autre chose et être maltraités. Et donc, ils vont vraiment gagner leur place par cette manière dans la société. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, je voulais juste ouais, qu'on parle de ça, du fait qu'elle était à Paris et en effet, du fait Oui. qu'elle remettait en question ces choses-là. Parce que comme du coup, tu parles beaucoup des États-Unis, voilà, que le jury, si jamais il te pose la question, Et c'est venu tu aussi en en mesure. Europe, etc. Ouais. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Pas forcément besoin d'en parler dans ton oral, mais voilà, Ok. que, que juste tu fasses le lien avec ça, mais super. Oublie pas aussi, si on te pose la question, qu'elle a été intégrée au Panthéon. Enfin, sa dépouille, elle a Ah été oui, oui, oui. mise au Exact, Panthéon exact. récemment. Et aussi que c'est une figure importante de la résistance en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Et que du coup, ça fait partie aussi de ses engagements politiques au-delà de la question de, en effet, la dénonciation des inégalités raciales, des Ok. inégalités de genre, parce que c'est une femme aussi. Voilà, Ok. qu'elle s'est beaucoup engagée pour la France, qu'elle a eu la nationalité française et qu'elle s'est intégrée aussi dans ce contexte-là. Ok. Voilà, et après, oui, j'avais alors du coup deux autres questions, mais plus brèves. Une par rapport à la réinterprétation du. Alors, je crois que c'est. Non, c'est pas le lac des Cygnes par Prel-Jocage, c'est Gravité. Gravité, voilà, c'est ça. Dans Gravité, tu dis justement que voilà, il y a une remise en question des rapports de genre entre hommes, femmes, et voilà, que du coup les femmes elles gagnent plus en importance. Si tu connais un peu la danse dans le détail, et enfin, qu'est-ce que font les femmes dedans qui leur donnent plus d'importance, par exemple par rapport à des figures type Odette ou Gisèle dont on parlait au début de l'opéra, qui était présentée comme fragile et passive.
Bah déjà dans l'empêche blocage, donc tout le monde est intégré, donc hommes et femmes, et ils sont intégrés donc dans toutes les pièces de ce ballet, puisque ce ballet est divisé en pas mal de pièces. Et donc elles sont intégrées dans chacune de ces pièces au même titre que les hommes, et leurs costumes bah, sont également adaptés bah, forcément à leurs besoins et différents de ceux des hommes. Mais tout est fait en tout cas en sorte pour qu'elles puissent être intégrées dedans au même titre que les hommes. Et quand on analyse Gravité, c'est une œuvre qui demande notamment une perfection technique assez incroyable, puisque le but de cette œuvre, bah, comme en témoigne le titre, c'est de justement refléter la gravité dans les corps, et donc refléter la gravité bah, quand on peut être dans l'espace ou en gravité, forcément notre corps est ultra léger et on flotte. Et là, ce but-là, c'était réellement d'observer un corps un petit peu flottant, en tout cas très léger et très fluide dans l'espace, le plus fluide possible et léger possible, tout en réalisant des figures extrêmement complexes. Donc ça demande vraiment une maîtrise extrême bah, de la technique dansée. Et justement, bah, ici, les femmes, elles réalisent autant de choses que les hommes, et elles réalisent bah, aussi des choses de la même technicité que les hommes, ce qui reflète qu'elles sont bah, aussi fortes qu'un homme, et qu'elles sont autant capables de faire cela. Et aussi dans une partie, je ne sais plus exactement laquelle, mais dans une partie de la pièce de Gravité, où cette fois-ci il n'y a que des femmes dans cette partie-là, il y a eu d'intégrer à la chorégraphie une femme enceinte. Et du coup, c'est vrai que c'est très très rare, je pense pas que ça soit même arrivé. Et du coup, lui, c'était réellement une volonté du chorégraphe, parce que ça représentait aussi bien la gravité. Bah, le fait qu'elle ait un bébé dans son ventre, ça représentait bien la gravité. Et, du coup, bah, le fait qu'elle puisse être intégrée, ça montre aussi bah, que n'importe quelle femme peut être intégrée. Bien sûr, elle n'a pas été intégrée dans toutes les pièces parce que c'était pas possible, mais elle a été intégrée au maximum, et même son costume avait été adapté. Il était très légèrement différent de celui des autres. Et, euh, et voilà. Ok, ouais, carrément. Il y avait peut-être une dernière question que j'avais sur la fin. Quand tu parles de Maggie Marin, tu parles de théâtre dansé. Est-ce que tu vois une différence entre ce théâtre dansé et la danse pure et simple? Bah oui, parce que Maggie Marin, elle va justement intégrer la voix. Elle va intégrer la voix ou le théâtre un petit peu imité par gestuel, notamment dans Maybe, et la voix dans Haha en 2006, où justement c'est une pièce qui va être très peu chorégraphiée, mais qui va être justement pour but de dénoncer les moqueries cruelles de la société, et où justement bah, là les danseurs vont rire jusqu'aux éclats de manière forcée et théâtralisée pour le coup. Mais du coup, bah, c'est vrai que son approche, bah, pareil, elle est assez novatrice et assez intéressante, en France en tout cas, depuis les années 80. Et c'est vrai que ça va permettre aussi bah, un renouveau et une différente manière, bah, déjà pour le chorégraphe, pardon, pour le spectateur de se projeter, et aussi bah, de dénoncer toujours bah, des normes sociales de la société, et, euh, et toujours certains défauts de la société qui font travers. Et bah, moi, je trouve que sa démarche, elle est assez intéressante, puisque ça permet aussi par le théâtre de parler aux personnes, parce que ça parle vraiment à tout le monde. Euh, mais d'une manière différente, et finalement plus bah, forcément plus artistique et chorégraphiée que si on en débattait bah, publiquement dans un débat parlé. Et finalement, ça c'est assez subtil, mais c'est fait intelligemment pour pouvoir justement bah, permettre aux spectateurs et aux gens de réfléchir et de se questionner. Voilà. Ouais, exactement. Bah, super intéressant. Voilà, c'était les dernières questions que j'avais à te poser parce que Ok.
ce sujet-là, on avait beaucoup parlé, voilà, Oui, de ton expérience en tant que spectatrice, en tant que danseuse sur les séances précédentes. Donc, oui. je voulais rentrer un peu plus en profondeur dans ce que tu avais dit pour te faire tâter un peu toutes les questions qu'on pourrait te poser. Mais voilà, tu t'en sors super bien encore. Et- Pense peut-être que sur ce sujet-là, il y aura peut-être plus de questions qui auront quelque chose à voir avec l'histoire ou le oui, contexte oui, voilà, social oui. Oui, que bah sur oui. ton autre sujet. Donc, si tu veux faire deux, trois recherches sur tes pages Wikipédia, voilà, sur Oui. Josephine Baker, Ok. les inégalités, enfin le mouvement des droits civiques aux États-Unis, et peut-être sur le début du chapitre sur, voilà, je sais pas moi, le Second Empire ou l'État monarchique, checker deux, trois pages pour pouvoir rebondir si on te pose une question, mais ce sera à peu près tout. Sinon, sur le reste, tu te débrouilles super bien, donc il n'y a pas vraiment pas de souci. Tu auras une très bonne note aussi. Ok, bah trop Donc bien. voilà, mais c'est trop bien. Ça veut dire que bah ouais, on a fait les deux. Tu tiens le temps. Si on tient compte du fait que sur le second, c'était une version qui était non actualisée. Je me fais pas de souci pour ça. Ok. Donc ça veut dire la semaine prochaine, on n'a pas de séance comme tu as en entraînement, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que bah, tu me diras, enfin, sur la conversation, on verra et tout, de toute manière, euh, combien de séances il y a besoin d'ici à ton grand oral. Tu m'as dit que tu le Ok, passais le fin juin, c'est ça? Vers le 20. oui. Ok. C'est 25 juin. 25 juin. Ah bah c'est un mois jour pour jour. Oui. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, on est le 25 aujourd'hui. Donc, ok. Bah écoute, bon courage pour les révisions d'ici là et on Bah, voit s'il y merci a besoin beaucoup. d'autres séances et tout. Et bon, bah, voilà. Bon, bah, bon dimanche en tout cas. Ok, merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci.